Bonjour tout le monde, bon matin. Merci d'être avec nous. Ça me fait très plaisir de recommencer pour ma part nos causeries. J'ai pris quelques semaines de vacances. J'espère que vous en avez pris vous aussi. Je sais que beaucoup d'entre vous ont dû faire du vélo. En tout cas, j'ai vu beaucoup de vélos sur les rues. Moi, pour ma part, je me suis fait un bassin. Donc, j'ai travaillé durant cet été à me faire un bassin dans ma cour. C'était mon projet COVID-19. J'étais dans le domaine de la construction. Ce qui m'amène à dire très heureux d'avoir ce matin avec nous Pierre Pomerleau. Pierre, pour moi, c'est un ami. Ça a été mon patron, président du conseil de la Chambre il y a quelques années. Et c'est quelqu'un avec qui je prends grand plaisir à échanger. On a parlé il y a quelques temps de transfert d'entreprise. On a parlé aussi d'innovation dans le milieu de la construction. Et on pensait que c'était très approprié d'avoir un échange à ce moment-ci. Pierre et la firme Pomerleau ont une vision privilégiée sur l'état de santé de l'économie via le secteur de la construction, les grands projets. On a traversé une période qui était unique. Pomerleau l'a traversé, on va en parler sûrement, comment ça s'est fait, mais on va regarder aussi vers l'avenir de la perspective de Pierre Pomerleau. Sans plus attendre, Pierre, je vais te céder la parole. Après ça, pour tout le monde qui nous écoute, on va avoir une période d'échange. Et j'ai quelques questions du public aussi qu'on a reçues que je vais intégrer dans nos échanges. Donc, Pierre, je te cède la parole. Alors, merci Michel. Michel, c'est toujours un plaisir d'être ici avec toi à la Chambre de commerce. Comme tu disais si bien, là, j'ai été impliqué avec toi. J'ai jamais eu l'impression d'être ton patron, là. J'ai plutôt eu l'impression d'avoir été ton collaborateur pendant quelques années. Mais donc, c'est un plaisir renouvelé d'être ici puis de parler à la Chambre. Alors, je pensais peut-être commencer en parlant un petit peu de l'organisation. C'est pas tout le monde qui nous connaît, qui connaît le reach de l'organisation. Puis après ça, parler un petit peu de comment on a vécu ça, puis on ouvrira la période de questions. Alors, Pomerleau, c'est quoi? C'est 55 ans d'histoire. Je suis la deuxième génération. Cette année, on est une des quatre plus grandes sociétés de construction au pays. C'est près de 3 milliards de chiffre d'affaires annuel. Donc, c'est énormément de construction qu'on implante un peu partout à travers le pays. On a une présence qui est pan-canadienne. On n'est pas seulement au Québec. Drôlement, l'île de Terre-Neuve et l'île de Vancouver, c'est deux secteurs très actifs pour nous autres. Donc, on a un pied dans chaque océan. On a des grands projets à Terre-Neuve, puis on a aussi des grands projets à Victoria actuellement. Pomerleau, donc, c'est un écosystème d'entreprises puis de divisions. Le deux tiers de notre chiffre d'affaires, c'est des bâtiments publics et privés, répartis à peu près également là, entre les deux. Donc, des bâtiments de toute envergure, de toute complexité, mais principalement des projets qui sont plus complexes dans des formes contractuelles qui sont variées. À peu près le tiers de notre volume d'affaires, c'est des travaux civils. On parle des travaux de ponts, on parle de déconstruction de ponts, de rénovation de tunnels, on va parler de travaux maritimes, des grands quais, dans les ports et des infrastructures routières. On a aussi, depuis quelques années, une entreprise qui investit dans les partenariats publics-privés, qui met en place des financements. Donc, c'est une expertise qui est nouvelle et qui est très importante pour nous autres à l'intérieur de Pomerleau Capital. On voit énormément de potentiel dans cette entreprise-là. On a une entreprise qui s'appelle Beaubois, qui est le leader nord-américain en ébénisterie architecturale. Donc, c'est une des plus grandes entreprises d'ébénisterie architecturale en Amérique du Nord et actif aux États-Unis et au Canada, mais principalement aux États-Unis dans les grands projets de haute valeur ajoutée. Et éolien et qui détient peut-être 50% du marché depuis plusieurs années. Puis cette année, ben, c'est peut-être plus proche de 80 à 85%. Nos priorités stratégiques, ben, c'est d'être à l'avant-garde de la révolution technologique, de tout ce qui se passe dans le monde, dans la constructabilité. Il y a énormément de changements dans notre industrie. Donc, on veut être au forefront de tout ce qui se passe, comprendre tout ce qui se passe, puis le mettre en application surtout. Ce qu'on sent avec la COVID, c'est que la grande priorité stratégique des futures années, ça va être la construction durable. Non seulement le renouvelable, l'énergie, mais aussi la construction durable. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui va avoir un big push. Donc, c'est une priorité stratégique.
Puis évidemment, on est une entreprise de construction, on a près de 200 chantiers actifs. Les chantiers sont de plus en plus gros, de plus en plus complexes. Donc pour nous autres, là, la main-d'œuvre, les leaders, les spécialistes, ça fait partie de notre priorité stratégique d'une façon incroyable. Et on investit énormément là-dedans. Puis, ben, en fait, tu sais, comme toute entreprise, ben, on a un gouvernail, c'est notre culture d'entreprise, c'est nos valeurs. Ça fait que, évidemment, comme je le disais, innovation puis excellence, mais aussi adaptabilité qu'on a testé d'une façon incroyable pendant la pandémie. Puis, puis authenticité puis amour. On aime le métier, on aime ce qu'on fait, on aime nos employés. Et on veut que ça apparaisse et que ça se transcende non seulement à l'intérieur de l'organisation, mais aussi avec nos clients. Écoutez, les derniers mois, ben, ça a été une pandémie qui a fragilisé l'économie en plongeant le monde dans une crise sanitaire qui est sans précédent. La beauté, c'est que nous, dans la construction, ben, on savait que la construction, à la fin de cette crise-là, ça allait être des investissements massifs. Fait qu'on a toujours eu cette confiance-là que la construction serait très active à la fin de cette crise-là. Fait qu'on a peut-être eu un discours qui est un petit peu plus optimiste que d'autres industries qui voyaient plus difficilement le futur. Depuis plusieurs années, il y avait une transformation qui était lancée là, vers la préfabrication, vers le off-site construction, la modularité, le building information modeling, tout l'aspect virtuel de notre industrie, puis qui était en train de transformer notre industrie. Mais évidemment, la COVID-19, là, ça a créé énormément de changements. Les espaces de demain vont être plus durables, ils vont être plus intelligents. On sait qu'on va devoir rescoper les projets privés. Tous les espaces commerciaux vont être repensés. Les espaces de bureaux vont être repensés. Les espaces de vie dans du résidentiel vont être repensés. Donc, on sait que ça s'en vient. On sait que ça va être excitant pour les prochaines années, que tout le monde va devoir investir pour redéfinir un petit peu c'est le bâtiment de demain. Les gouvernements canadiens, partout, ils ont des programmes d'investissement, le PQI au Québec. C'est des dizaines d'écoles, c'est des investissements massifs dans les hôpitaux, des nouveaux centres de recherche, évidemment des dizaines et des dizaines, en fait des milliers, des centaines de maisons pour aînés. Alors tout ça, c'est accéléré. Les programmes d'infrastructure vont devoir se faire beaucoup plus rapidement que ce qu'on pensait. Donc, pour nous autres, ça va être un grand défi parce que on est déjà dans une pénurie de main-d'œuvre. On a déjà un marché qui était très occupé avant la pandémie, puis après la pandémie. Donc, comment pallier à tout ça? Comment accélérer les investissements, puis en même temps répondre aux besoins de nos clients? Bien, ça veut dire qu'il va falloir être plus modulaire, plus de prefab, plus d'intelligence artificielle, plus de technologie. C'est pas un choix qu'on a, c'est une obligation. Puis enfin, ben, quand on regarde les grands changements, ben, la pandémie, je pense que ça a accéléré une chose. C'est ce qu'on disait depuis plusieurs années. Il faut aller vers des modes de réalisation collaboratifs. Tu ne peux pas travailler en silo dans notre industrie. C'est absolument impossible. Ben là, ça a complètement changé. Aujourd'hui, je pense que c'est clair que les gouvernements, les clients ont compris ça, puis on assiste à la mort du plan de vie, qui est des modes de réalisation archaïques, puis on s'en va vers des modes de réalisation qui sont IPD, Construction Management, ou toute la conception, construction financée ou en P3. C'est clair qu'on s'en va vers là. Évidemment, pendant la pandémie, pour nous, les priorités, ça a été deux choses. Évidemment, protéger la santé de nos travailleurs puis de leur famille. Ça fait que ça a été une grande préoccupation, surtout au début quand on la comprenait moins. Aujourd'hui, on a compris comment ça fonctionne. Et l'autre grande priorité, ben, c'était vrai pour nous autres, mais aussi pour tous les grands entrepreneurs du Canada, c'était supporter la chaîne d'approvisionnement. On a une chaîne d'approvisionnement qui est très fragmentée. Nos entrepreneurs spécialisés, ce pas toutes des grandes entreprises. Donc, de s'assurer qu'ils passent au travers de la crise, puis qu'ils soient là à la fin, qu'ils soient en santé, puis qu'on puisse relancer cette industrie-là, c'était vraiment important.
Et je disais souvent, quand je parlais à des politiciens, si on marche sur des cadavres au sorti de la crise, on ne pourra jamais relancer l'économie avec la construction. Et ça, je pense que ça parlait. L'autre, peut-être le dernier élément avant de lancer la parole, c'est comme toutes les industries, nous autres, on a été secoués par la crise. Au début de la crise, on a eu plusieurs projets qui ont été annulés. Ça fait qu'on a dû mettre en place des équipes de gestion de crise, des protocoles de mesures d'urgence. On a mis 1500 personnes en télétravail. On a développé des outils de support. On a communiqué régulièrement. Au début, c'était 2-3 fois par semaine. Vous vous souvenez à quel point ça changeait vite. Ça nous a permis aussi de tester une nouvelle façon de faire, puis de repenser la construction de demain. On a pu tester des technologies qu'on utilisait plus de façon démonstrative, mais là, on les a mis en application parce qu'on n'avait pas le choix. Les Holo Builder, même des robots qui nous permettaient de se promener à travers les édifices pour donner des images à nos gestionnaires qui étaient en télétravail. On a aussi repensé les modes de réalisation. On a participé, on a construit 6 hôpitaux temporaires, des cliniques respiratoires COVID. Il y en a déjà 2 de livrés. On parle des projets qui ont été construits, installés et en opération dans 3 mois. Des projets de 10 à 30 millions. On a fait ça avec des joueurs québécois, des compagnies comme RCM Modulaire puis Mécor. Alors, on a vraiment testé la machine. Puis, pour ce qui est de la relance, ce qu'on sent, c'est que, comme je le disais, la construction va être un pilier de la relance de l'économie post-COVID. C'est un grand défi, c'est excitant, mais c'est aussi une grande responsabilité de construire autrement. Chez nous, on est vraiment en faveur que les appels d'offres publics incluent des critères de qualité, de durabilité, de responsabilité sociale, de lutte au changement climatique et qu'on arrête de choisir juste sur le prix, mais qu'on mette vraiment l'emphase, puis qu'on oblige les entrepreneurs et les entrepreneurs spécialisés à mettre en place, à réinventer notre industrie. La vision qu'on avait, puis qu'on a toujours véhiculée depuis 4-5 ans, c'était redéfinir la construction ensemble. Mais je pense que toute notre industrie est arrivée à la même conclusion. Il faut la redéfinir, cette industrie-là, il faut la refaire. Puis la seule façon de le faire, c'est en collaborant, c'est en le faisant ensemble. Puis pas juste dans le monde de la construction, mais de la façon dont on développe nos projets, on les conçoit, on les réfléchit, de la façon dont on les dessine, de la façon dont on les construit et de la façon dont on les opère. Donc vraiment, la COVID, ça a été un accélérateur. Alors, c'est un petit peu ce que je voulais dire au départ. Après ça, je pense que Michel, je te laisserai me poser les questions. Merci Pierre. Effectivement, j'ai plusieurs questions. Puis je me dis, on va peut-être commencer, là. Tu en as parlé un peu, mais juste revenir brièvement sur la crise elle-même. En mars, quand on arrête tout, on arrête des chantiers. Ça veut dire quoi pour Pomerleau quand d'un coup on arrête des chantiers? Arrêter un chantier, j'imagine que ça ne se fait pas en 24 heures. Il y a des choses à faire de façon sécuritaire. Il y a des choses qui ne peuvent pas s'arrêter parce que les coûts vont être énormes. Comment vous avez fait pour arrêter rapidement vos activités sur les chantiers? Je te dirais, le 13 mars, ça a été une prise de panique de tout le monde. Il y avait 1000 affaires à voir en même temps. Évidemment, il y avait l'aspect financier, le bilan, s'assurer qu'on ait les liquidités. Dès le départ, nous, on a mis une cellule de crise qu'on a appelée notre Emergency Response Team. Fait qu'on a nommé un de nos EVP, Yann Kirouac, en charge de ça. On a formé une équipe de gens qui venaient de tous les horizons, de toutes les régions, de toutes les divisions de l'organisation. Puis les gens se sont mis à se communiquer puis à mettre en place tout ce qu'il fallait faire. Premièrement, quel chantier être fermé, quel chantier restait ouvert. On a eu 50% des chantiers ouverts, 50% des chantiers fermés. Le Québec et la moitié de l'Ontario ont été fermés. Le reste du Canada n'a jamais fermé ses chantiers.
C'est qu'on voulait récupérer des datas de productivité sur un peu partout à travers le pays. On voulait suivre tous les cas de COVID, tous les tests à faire. Il fallait mettre en place des mesures sanitaires. Puis assez rapidement, puis en même temps, ben, il fallait communiquer à notre monde. On venait de mettre 1500 personnes en télétravail. Ça fait qu'on s'est mis à communiquer à notre monde en utilisant, au début, c'était des appels téléphoniques avec 1000 francophones puis 500 anglophones. Puis à un moment donné, c'est devenu des Teams ou des Zooms. Donc, tout ça, ça s'est fait assez rapidement. Après ça, on a formé d'autres task forces. Des task forces, évidemment, pour rencontrer. On avait beaucoup de questions des gouvernements sur la façon de relancer l'industrie de la construction. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'on devait fermer les chantiers, les garder ouverts? Fait qu'il y a eu beaucoup de communication. Mais une chose qui est ressortie de façon incroyable, c'est la communication avec nos compétiteurs, avec les grands joueurs de l'industrie. Au Québec, on a été ceux-là qui ont vécu la crise de façon la plus intense et la plus rapide. Donc, rapidement, nos compétiteurs, arch rivals, nos ennemis sont devenus des personnes avec qui on communiquait pour nous autres mettre en place une mesure sanitaire chez Pomerleau, mais sans que notre compétiteur la mette en place ou qu'il mette une mesure sanitaire différente de la nôtre. Quand on sait que les travailleurs se promènent d'un chantier à l'autre, ben, ça n'avait pas de sens. Donc, on s'est mis ensemble, comme joueurs de l'industrie québécoise, à développer les mesures sanitaires. On a travaillé avec la santé et sécurité. On s'est mis à échanger avec les grands constructeurs canadiens. Puis à la fin de la journée, là, dans l'espace de très peu de temps, les mesures sanitaires ont été mises à grandeur du Canada. On en a discuté avec des joueurs de la Californie, des amis américains. Puis eux autres aussi étaient déjà en contact avec un paquet de monde. Ils vivaient peut-être d'une façon moins intense au début. Et rapidement, ben, on a été capable de réagir vite, puis d'avoir un leadership de mon équipe là, qui a été absolument incroyable. L'autre élément qu'on voulait absolument faire, c'était protéger la chaîne d'approvisionnement, comme je le disais tantôt. Donc, nous autres, là, de parler au gouvernement, puis dire, regarde, c'est correct de protéger les Pomerleau de ce monde, mais c'est pas là. C'est pas là qui est l'importance. Il faut protéger nos PME, les petites entreprises, les entreprises qui ont des manufactures qui sont arrêtées. Les autres ne pourront pas rester arrêtés longtemps. Il faut les protéger. Il faut s'assurer qu'ils vont être là quand ça va repartir. Et là, on a eu beaucoup de discussions avec des ministres, avec des sous-ministres, ce qu'on ne fait pas souvent dans notre industrie. Alors, le résultat de tout ça, c'est que je pense qu'on a eu des mesures sanitaires qui ont permis d'améliorer la productivité, qui ont été interprétées par tout le monde, qui sont devenues assez homogènes à travers le pays et à travers le Québec. Puis au niveau des ressources humaines, énormément de communication. Mais comme on savait, nous autres, que la crise, ça allait revenir vite après la crise, on a continué à embaucher, on a continué à intégrer, on a continué à recruter, on a gardé les liens d'emploi avec à peu près tout le monde, on a gardé la rémunération presque intacte, on a voulu être prêt à une reprise ultra accélérée. Puis, je pense qu'on a raison parce que maintenant, c'est là qu'on est. J'aurais envie de te poser une question, là, puis je ne sais pas si tu veux y répondre, mais il y a eu des gens qui ont critiqué le fait que nous, ici, on avait fermé les chantiers et qu'ailleurs, on les avait gardés ouverts. Et derrière ça, il y avait comme un jugement qui était de dire si ailleurs, on est capable de faire confiance à l'industrie pour qu'elle s'organise, pourquoi on ne le fait pas au Québec? As-tu une opinion là-dessus? Est-ce que tu penses qu'on aurait dû garder nos chantiers ouverts ici? Comment tu vois ça? Moi, j'ai trouvé que l'équipe du gouvernement Legault a fait un job incroyable. On a réagi rapidement. Ils ont communiqué clairement. Ils se sont posés beaucoup la question. Les ministres Fitzgibbon, Dubé puis Girard, ils l'ont vraiment posé la question. C'était pas évident à répondre à cette question-là. Nous, c'est sûr qu'on a eu, comme je disais, 50% des projets qui ont été fermés, 50% des projets qui ont été ouverts. La clé de la productivité, c'était les mesures sanitaires. Plus les mesures sanitaires étaient intenses, plus ils étaient
clair, plus il était rigide, plus les gens se sentaient en sécurité d'arriver sur un chantier, plus on pouvait relancer les chantiers. Ça fait que moi, mon opinion, c'est que au début, j'étais totalement d'accord avec le gouvernement du Québec de fermer la construction. J'étais inquiet que l'Ontario ne le fasse pas, puis que la Colombie-Britannique ne le fasse pas, qui sont deux secteurs actifs pour nous autres. Au bout d'à peu près 4 semaines, on s'est rendu compte que ça marchait. Quand les mesures sanitaires étaient suivies, qui étaient uniformes, qui étaient strictes, on était capable de ramener les gens sur les chantiers, on est capable d'enlever l'incertitude, puis on voyait que la productivité revenait rapidement. Ce qu'on a fait au Québec, nous, d'arrêter, ben, ça a permis d'arrêter la saignée, sauver la chaîne d'approvisionnement. Au bout de 6 semaines, quand on a repris, on était ultra prêt. On était prêt à repartir la machine. Les fournisseurs, les sous-traitants, les spécialisés, toute l'industrie était prête à revenir. Les gens étaient motivés. Ça fait qu'on est revenu avec une productivité qui était au-delà de toute espérance. Donc, pour moi, l'écosystème a beaucoup communiqué, les gens ont beaucoup parlé, ont beaucoup échangé, puis on a mis des mesures strictes. Puis finalement, ben, le débat, c'était ces coûts-là, comment on va faire pour les compenser? Parce que nous, quand on a signé le contrat, c'était avant la COVID. Le contrat il se termine après la COVID. Il n'y a pas personne qui va. Et finalement, ben, la plupart de nos clients ont accepté qu'il y avait des coûts supplémentaires à la pandémie, de mettre en place des mesures sanitaires strictes. Mais en même temps, en faisant ça, ben, on s'est rendu compte que plus les mesures étaient strictes, plus on avait de la productivité. Donc, l'impact de la pandémie, à la fin de tout, on s'attendait à une perte de productivité majeure, puis le résultat est excellent. On a une productivité qui est près de 100% aujourd'hui, malgré la COVID, puis c'est revenu assez rapidement. Puis encore une fois, je pense qu'on a fait les choses bien. Moi, je pense qu'au Québec, on l'a bien fait. Au bout de 6 semaines, j'étais un de ceux qui disait il faut partir la machine. Puis on suivait aussi la productivité dans le reste du Canada, puis on se rendait compte que c'était possible de faire de la productivité sur les chantiers. Ça fait que moi, écoute, je regarde ça, puis je pense que ces gens-là savaient ce qu'ils faisaient. C'était une période assez unique. C'était difficile de concevoir qu'est-ce qui allait arriver. Donc, ils sont allés pour la santé des travailleurs, puis je suis 100% d'accord. Puis à la fin de la journée, je pense que tout le monde est heureux. Donc, c'est une bonne chose que tu dises ça. Et là, je t'écoutais puis je me disais, je t'ai dit comment on arrête quand il a fallu arrêter. Là, tu disais, on a reparti. Ce que je comprends, là, ce que tu as dit, c'est on a suffisamment fait bien les choses pour qu'il n'y ait pas trop de corps morts. Donc, la chaîne d'approvisionnement est restée fonctionnelle. N'empêche que quand on repart tout en même temps, avec des besoins de matériaux, des besoins de travailleurs. Comment ça s'est passé chez vous, le redémarrage? Avez-vous échelonné? Est-ce que vous avez réussi même à rattraper du retard? Comment ça se vit, le redémarrage et présentement la réalisation de tout ça? Êtes-vous encore dans une dynamique où c'est difficile de s'approvisionner? Il y a la grève au port aussi qui a peut-être un impact. Comment vous vivez ça, le redémarrage présentement? Le redémarrage, ben, comme je le disais, je pense que les mesures sanitaires sont très bien suivies. Je pense que ces mesures sanitaires-là, puis le fait que, tu sais, la pandémie, c'est une responsabilité commune de tout le monde. Au niveau de la santé et sécurité, ça a des effets très positifs parce que je pense que ça a vraiment responsabilisé les gens sur les chantiers. Les gens font plus attention. Donc, en termes de santé et sécurité, c'est positif. En termes de productivité, comme je le disais, à cause que les mesures sanitaires sont strictes, à cause que les gens les suivent, la productivité est revenue. Le 6 semaines de retard, il a été excusé dans la plupart des cas. Certains chantiers nous ont demandé d'essayer de le rattraper, puis je pense qu'on va réussir à le faire dans certains projets, soit en travaillant les samedis, en ramenant l'échéancier tel que prévu. La, la
grande difficulté, puis en fait, la reprise sur nos chantiers, nous autres, c'est positif. Ce qui nous, ce qui nous inquiète un peu, puis c'est drôle à dire, c'est que les programmes d'investissement sont tellement actifs, non seulement ici, mais dans toutes les provinces, puis dans tous les pays du monde, que la pénurie de main-d'œuvre, c'est une réalité. On avait déjà une industrie qui était ultra active. Donc là, la réalité de la main-d'œuvre est encore plus vraie. On essaie d'intéresser des jeunes à venir dans notre industrie. On engage 200 stagiaires par année. Cette année, on a un objectif d'engager 300 personnes, staff, au-delà des travailleurs de la construction. Ce qui nous inquiète, nous autres, c'est pas juste notre entreprise, mais la chaîne d'approvisionnement. Est-ce qu'on va être capable de se pacer? Est-ce qu'on va prendre... Tu sais, dans la construction, on dit souvent que construction companies, they don't die from starvation, they die from overeating. Alors, comment rester discipliné et prendre les projets à la hauteur de la capacité qu'on est capable de faire, autant pour nous que pour nos compétiteurs, que pour notre chaîne d'approvisionnement. Il y a plus d'entreprises qui font drôlement faillite dans un monde qui est en croissance comme ça que dans un monde qui est en décroissance. Parce que les gens sont capables de réduire, mais de prendre une job de trop avec le mauvais superviseur, ça a un impact considérable. Donc, protéger la chaîne d'approvisionnement locale, continuer à suivre ce qui se passe dans le monde, protéger les entrepreneurs d'ici en s'assurant qu'ils ne vont pas faire de l'overeating, c'est une préoccupation. Puis quant à la deuxième question par rapport à la chaîne d'approvisionnement, est-ce que c'est affecté? Je dirais qu'on est affecté localement moins. On n'a pas encore vu d'impact du port de Montréal. Je pense pas qu'on a encore vu ça, même si j'ai déjà certains éléments qu'on a demandé qui soient envoyés vers Halifax pour être sûr qu'on les reçoive. Les projets qui sont les plus affectés, c'est les grands projets internationaux comme le REM, par exemple, où là, tu vas avoir un tunnelier qui est une machine de plusieurs centaines de millions qui vient d'Europe, dont les experts sont soit japonais, soit européens. Ramener ce monde-là ici, avoir les pièces de rechange, c'est des grands défis. Donc, les plus grands projets, les projets les plus complexes, les projets qui ont le plus de ce genre d'équipement-là sont plus affectés et nécessitent une attention particulière. Ça fait qu'on est obligé de rajouter du monde pour s'assurer que la chaîne d'approvisionnement, ben, elle va suivre. Elle va suivre l'exécution des projets. Fait que ça se fait, mais c'est un grand défi. Pierre, tu as touché un peu déjà en parlant de la chaîne d'approvisionnement. La pandémie, tu disais, a révélé des choses importantes, l'importance des mesures sanitaires dans le milieu de la construction. On a beaucoup parlé aussi d'achat local, le panier bleu, puis j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit le panier bleu, c'est pas juste une affaire de B2C, mais ça peut être du B2B aussi. Pour vous, Pomerleau, dirais-tu que vous étiez déjà très panier bleu avec vos relations avec la chaîne d'approvisionnement et les fournisseurs? Et les fournisseurs, bien, ça peut être aussi des produits, des matériaux. Est-ce que ça vous amène à revoir un peu vos approvisionnements pour essayer d'accentuer l'achat local? Comment tu évalues la situation actuellement? Tu sais, je pense que l'industrie de la construction, partout dans chaque ville, c'est une industrie qui est très locale. Hein? Pour moi, ouvrir un bureau à Toronto ou ouvrir un bureau à Bangkok, c'est aussi dur parce que les sous-traitants sont différents, les fournisseurs sont différents, les fournisseurs sont locaux. Alors, je te dirais que le panier bleu ne changera pas tellement ici. Nous autres, on fait affaire avec des entreprises d'ici. Quand on est à Ottawa, c'est vraiment plus des entreprises locales d'Ottawa. Évidemment, il y a une consolidation qui se fait canadienne, pas très forte au niveau mondial. Évidemment, le panier bleu, moi, je suis un de ceux qui poussent pour le panier bleu parce que moi, je compétitionne contre des entreprises qui viennent de l'Espagne où il y a beaucoup de Chinois qui veulent venir s'implanter ici, des Français.
Fait que j'espère que les gouvernements vont supporter les entreprises d'ici puis nous permettre de continuer notre croissance et non encourager les entreprises étrangères à venir prendre notre place avec notre chaîne d'approvisionnement. Mais je te dirais que dans le monde de la construction en général, le panier bleu existe déjà. Il existe, nous, envers nos entrepreneurs spécialisés, les entrepreneurs spécialisés envers leurs fournisseurs. Fait que quand on fait des projets là, qui représentent la majorité, là, on achète avec des entreprises d'ici, puis on supporte les entreprises d'ici. Puis encore plus, je pense qu'on est encore plus sensibilisés, pas juste moi, mais tous mes acheteurs, tous les directeurs de projet. Je pense qu'ils voient tout. Évidemment, on est en compétition, on veut aller chercher le meilleur prix, mais pas au détriment de l'économie d'ici. On est tous conscients de ça. Je ne sais pas mal d'autres. Pierre, je vais te demander, je vais faire du pouce sur une question qui nous vient de Stéphane Gradec de Vortex. Puis je vais faire du pouce sur sa question qui dans le fond, dit qu'est-ce que tu prévois? Donc, on regarde vers ce qui est en train de changer. Tu t'as dit tantôt, on va faire les choses différemment. Tu parlais de construction durable, tu parlais de construction plus intelligente. La question qu'il nous pose, c'est pour un entrepreneur dans le résidentiel, dans le commercial, dans l'institutionnel, qu'est-ce que tu leur recommandes de regarder présentement comme tendance, comme modification pour être prêt là, avec les changements que tu anticipes? Hey, c'est une question qui n'est pas facile à répondre. J'ai assisté à plusieurs dizaines de conférences. J'ai parlé à des dizaines de nos clients, des grands clients. Il y a à peu près personne qui peut prédire ce qui va se passer à moyen et long terme. À court terme, ben, il y a des tendances qui sont inéluctables. Il y a des choses qu'on comprend assez bien. Tu sais, le e-commerce est là, il a pris une forme, il a pris une position incroyable. Tu sais, ça a vraiment changé le monde. Alors, des centres de distribution, ce qu'on appelle de last mile, il va en avoir là, des projets de centres de distribution robotisés, il va en avoir par centaines, des data centers aussi. Donc, ça, c'est les grands gagnants de la pandémie. Les grands perdants de la pandémie, évidemment, c'est les centres commerciaux. Euh, mais moi, je pense que les perdants de la pandémie, c'est parfait parce que ça veut dire qu'ils sont obligés de se réinventer. Ça veut dire qu'ils vont être obligés d'investir massivement. Écoute, quelqu'un me disait cette semaine que Amazon est en train de faire un deal avec Simon Property, qui est à peu près la moitié des centres d'achat américains. Donc, toutes les Neiman Marcus, les Sears, les DB, les Barney's New York qui ont fermé vont devenir des centres de distribution last mile près des centres-villes. Je ne sais pas sûr qu'est-ce que ça va donner comme espace de vie, mais ça va permettre au moins aux grands développeurs immobiliers de prendre une pause puis de survivre pour voir comment redéfinir les centres d'achat qui sont tous positionnés de façon incroyable. Donc, si j'étais un entrepreneur, ben, je resterais à l'affût de ce qui se passe. Qu'est-ce qui va se passer au terme de ça? On sait que l'industrie du real estate est en feu partout. Le prix du real estate n'arrête pas de monter. Que c'est durable. Je pense que j'aurais plus tendance à construire du résidentiel locatif à court terme que du condo. C'est ce que j'entends. Je pense que, encore une fois, les centres commerciaux, il faut qu'ils se réinventent. Même les projets qui étaient lancés doivent se redéfinir un petit peu, inclure peut-être plus d'espaces de vie, créer plus des villages. C'était déjà une tendance qui existait, mais cette tendance-là va être accélérée. Et à moyen et long terme, même quand tu parles aux grands spécialistes de Cadillac Fairview ou tu parles à Sylvain Fortier de la Caisse, c'est difficile de le voir. Là. Même les autres sont en contact avec tout le monde, puis ils ne sont pas capables encore de concevoir ce qui va se passer. Autrement que dire que des projets qu'on voulait, nous, on commence un projet qui s'appelle C40 Reinventing Cities, qui est un projet LEED Platine, net zéro, avec des espaces résidentiels locatifs abordables,
Ça, c'est sûr que c'est le futur. Écoute, tout va se tourner vers là. Ça fait que c'est un projet démonstratif, mais ça va devenir la norme. Donc, construction durable, net zéro, les latines, ces Qu'est-ce affaires-là, là, à un moment donné, ça va devenir la base. qu'est-ce qui se passe, Pierre, avec nos fameux espaces à bureau? Tu as la moitié du monde qui pense que avec le télétravail, tout le monde qui a un bail va vouloir négocier pour essayer d'avoir moins d'espace. Comment tu vois d'abord la demande pour de l'espace à bureau évoluer, puis deuxièmement, l'aménagement des lieux liés, tu as parlé du commerce en ligne, on pense tous qu'il est une tendance lourde, évidemment. Le télétravail est là pour rester. On ne sait pas jusqu'à quel niveau d'intensité ça va perdurer. Comment tu vois l'évolution là, de la demande d'espace à bureau et l'aménagement des espaces à bureau? Et c'est toute une question difficile à dire. Écoute, comme toi, là, je suis sûr que tu es en contact avec un paquet de CEO. Là. J'ai encore rencontré aucun CEO qui m'a dit je crois que le télétravail va être à 100% dans le monde. C'est pas vrai. Je pense que à la fin de cette pandémie-là, quand on va revenir au nouveau normal, le télétravail va rester, mais l'espace à bureau va rester. Ça fait on va le réinventer. Peut-être que les entreprises vont avoir besoin d'un peu moins d'espace. Peut-être qu'il va y avoir un peu plus d'espace là, du style ce que Deloitte a fait. Mais même là, on avait condensé le monde dans moins de pieds carrés. Tu sais, on était passé de presque 270 pieds carrés par personne à 100 pieds carrés par personne. Moi, je pense qu'à la fin de ça, il va y avoir peut-être 70% du monde dans les bureaux, puis 30% du monde en télétravail. Mais les espaces à bureau vont devoir être un petit peu plus euh, moins crammed, là. Excuse-moi le mot anglais. Plus aéré, Donc, à plus la fin de la aéré. journée, est-ce qu'on va réduire les espaces à bureau? Pas sûr. Peut-être, je sais pas. Ton opinion est aussi bonne que la mienne, là. Je suis sûr que toi aussi, tu as eu cette discussion-là avec plusieurs personnes. Écoute, c'est difficile à prévoir pour l'instant, je pense. Euh, Peut-être revenons un petit peu sur un thème dont on a déjà discuté, toi et moi, qui est l'innovation et l'innovation dans le domaine de la construction. J'ai séjourné Morin là, de Siform qui me dit, qui pose la question, est-ce que la transformation numérique au Québec dans l'industrie de la construction, elle est en retard par rapport à ce qui se passe ailleurs? Est-ce qu'on est à peu près au même rythme qu'ailleurs? On en a déjà parlé, la construction, c'est un domaine qui pendant un certain temps est un peu figé. Comment tu vois la situation présentement? Est-ce que les choses s'accélèrent au niveau de la transformation numérique, peut-être la construction intelligente, si on veut? Comment tu vois ça? Écoute, moi, je pense pas qu'on est en arrière. J'ai un de mes bons amis, c'est le président d'une compagnie de construction, qui est la plus grande compagnie de construction de la Californie. Lui, ses clients, c'est les GAFA, là, c'est les Google, Apple, Facebook et compagnie. Écoute, quand je regarde ce qu'il fait et ce qu'on fait, franchement, je vois pas de différence. Je pense même que il est un petit peu plus vendeur puis un petit moins doer que nous autres, on peut l'être. Je pense qu'on est une industrie qui est aussi à l'avant-garde que n'importe quelle place dans le monde, en Amérique du Nord. Je pense pas qu'on a de retard au niveau numérique. Je pense qu'il y a eu un big push dans les dernières années. Nous, on a presque 100 personnes maintenant qui font du Building Information Modeling. On a des départements de méthodes qui repensent chacune des méthodes de tous les projets qu'on fait, puis c'est comme ça qu'on gagne les jobs. Beaucoup d'entrepreneurs font de plus en plus de design coordination, design validation, parce que, encore une fois, dans un monde de collaboration, il faut comprendre davantage la conception. Donc, non, je ne pense pas qu'on est en retard. Et par contre, il y a une chose qui est en train de changer, c'est que ces technologies-là qui sont la base, toute la transformation numérique, c'est la base du reste de la transformation. Le reste de la transformation, c'est comment transformer la digitalisation de la construction en préfabrication, puis en modularisation, puis en off-site construction. C'est là que la productivité va arriver. Et ça arrive. Ça arrive, ça a été accéléré pendant la pandémie.
Puis, pour ce qui est de la prochaine révolution, c'est tout le big data, là, c'est un gros mot, là. Notre industrie, nous autres, on a tellement de data. Euh, on, on est tellement meilleur que il y a 2 ans pour récupérer le data, mais on ne fait pas grand-chose avec. Puis là, la prochaine étape, c'est comment prendre tout ce data-là, tous toutes ces informations-là qu'on a, un, les accélérer, en prendre davantage, puis deux, les interpréter pour améliorer la productivité, la production, l'efficacité des chantiers. Ça, c'est le grand défi qui s'en vient. C'est là que ça se passe. C'est accéléré, je pense, par la pandémie. Puis ça va être accéléré par le marché qui va être en feu. Alors, les grands gagnants, ça va être ceux-là qui vont réussir à utiliser le data, à numériser, à préfabriquer, puis après ça, à interpréter ces données-là pour pouvoir augmenter la productivité puis battre la compétition. Puis ça, ben, ça va créer l'effet qui est nécessaire de transformation d'une industrie vers une industrie qui était très peu productive vers une industrie qui va être... Pierre, tu l'as dit, tu as parlé du mot modulaire, là, préfabrication. Une question qui m'était posée, c'est notre chaîne d'approvisionnement a-t-elle de la profondeur dans le modulaire, dans le préfabriqué? Est-ce que ici, tu trouves, à travers soit Pomerleau directement ou tes fournisseurs, ceux qui vont être dans cette trajectoire-là d'industrie, je dirais, beaucoup plus en amont avec du préfabriqué? Est-ce qu'on est bien placé au Québec dans cet aspect-là? C'est sûr qu'on est bien placé. Tu sais, moi, je regarde depuis quelques années, on observe des gens avec qui on travaille ici, les ACM modulaires puis les MECAR. Puis en même temps, on observe les grands joueurs, tu sais, Katera qui est allé chercher 1 milliard de SoftBank, puis qui est devenu instantanément the next Google ou the next Amazon dans l'industrie de la préfabrication. Tout un défi. De lancer une entreprise de préfabrication à l'échelle mondiale, c'est un grand défi. Ils vivent des défis, ils vivent des problèmes d'une grande complexité. On les a visités plusieurs fois récemment, on les suit, on essaie de voir comment ils vont révolutionner l'industrie et ils sont loin de le faire. Je pense que quand tu regardes ces RCM modulaires avec lesquels on vient de faire des hôpitaux temporaires, my God, ils n'ont rien à envier à ces grandes compagnies-là, sauf que on sait que ça va s'accentuer. On sait qu'on va devoir en faire plus. On sait qu'il va falloir investir davantage. Fait qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils puissent avoir accès à des capitaux pour investir massivement parce que c'est là qu'on va avoir besoin. T'sais, les compagnies comme Béton Préfabriqué du Lac ou même les Can-Am de ce monde, de plus en plus, ça va devenir modulaire. De plus en plus, ça va être off-site. Il va y avoir de moins en moins de travail sur les chantiers parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Puis it makes sense. Ça augmente la productivité. Ça va devenir des blocs légaux. Donc, quand même un grand défi, un défi de créer ces usines-là pour répondre à la demande, puis aller plus loin. Puis ça fait partie du défi qu'on a, nous autres, de les orienter, peut-être d'investir avec eux autres. En tout cas, on a encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. On est au début d'un grand processus de changement, je pense. Pierre, j'ai une dernière question et c'est la question fatigante. Tout le monde parle du risque d'une deuxième vague, d'un retour de la pandémie. Tu as vu comment on s'est adapté. Tu l'as dit toi-même, on a des protocoles stricts maintenant. On est bien en contrôle de la situation sur nos chantiers. Advenant une deuxième vague, est-ce que tu penses qu'on devrait cette fois-là faire confiance au protocole et garder tous les chantiers ouverts au Québec? Comment tu vois là, les prochains mois si jamais il y a une deuxième vague? C'est une évidence. Je pense pas qu'on a encore besoin de fermer les chantiers. Je pense que s'il arrive une deuxième pandémie, premièrement, on connaît plus, on sait plus,
Les mesures sanitaires, ils sont déjà stricts. On pourrait encore les rendre peut-être plus stricts encore. Mais je pense pas que ça soit dans les plans de personne de fermer l'industrie puis d'arrêter l'industrie de la construction. Déjà, de l'avoir fait, je pense que il y avait tellement d'incertitudes. Mais aujourd'hui, je connais aucun politicien qui prendrait cette chance-là. Je pense pas. On voit l'intensité des États-Unis. Il n'y a aucun chantier de fermé aux États-Unis, là. Puis mes amis américains, ils ont une productivité de 100% sur le chantier. Ils ont des mesures sanitaires très strictes, puis ils vivent ça avec une intensité. Si notre deuxième vague est aussi intense que les États-Unis, ça va être déjà une mauvaise nouvelle, là. Je pense que ça. Donc, non, je pense pas qu'on devrait se rendre là. Je pense que l'industrie est prête. On a. Il y a énormément encore de collaboration. Évidemment, c'est sûr qu'on se parle moins. On est rendu qu'on vaque à nos occupations, on est plus préoccupé par la productivité de nos chantiers. Mais si ça devait arriver, là, rapidement, je pense qu'on va être capable de réagir et de s'assurer que on va mettre en place quelque effort que ce soit pour que ça soit qu'on n'arrête pas l'industrie ou notre économie de construction. Là. Je pense qu'on l'a fait, puis c'est correct. Bien, merci. D'abord, je suis très heureux de savoir qu'on est prêt. C'est toujours rassurant de sentir qu'on a appris puis que maintenant, on serait capable de garder tout le système fonctionnel. Merci beaucoup, Pierre. Moi, je pense qu'on doit faire ça régulièrement parce que il y a quelque chose d'excitant dans la transformation du secteur. On parlait de l'innovation, on parle d'aménagement vert, durable, on parle de construction intelligente. Donc, c'est un grand plaisir et je pense que c'est très noble aussi. Tu as commencé en disant, on s'est préoccupé de la chaîne d'approvisionnement. Il ne fallait pas qu'on se retrouve avec des corps morts à la fin. Je pense que c'est comme ça qu'on l'a abordé au Québec. On s'est préoccupé de notre entreprise, mais on s'est préoccupé des autres partenaires aussi. C'était la bonne approche. Donc, un grand plaisir. Et merci à tout le monde d'avoir été là. Je vous invite le jeudi, le 27 août, donc dans quelques jours, j'aurai Graham Carr, qui est le nouveau recteur et vice-chancelier de l'Université Concordia. Et on va parler de l'enseignement. Vous le savez, entre autres, que beaucoup de ce qui va se faire à distance, l'enseignement à distance au niveau des universités, la formation. Donc, on aura l'occasion d'en parler. C'est un rendez-vous. À bientôt tout le monde. Encore une fois, merci beaucoup Pierre. Bonne journée.